Bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, un nouveau live podcast de l'Académie de l'Abondance dans lequel, comme vous le savez, eh bien, je reçois des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur parcours en tant que personne, les challenges qu'ils ont rencontrés, leur parcours en tant qu'entrepreneurs, leurs débuts, le développement de leur business et comment ils aident aujourd'hui leurs clients à travers leurs produits et leurs services, chacun dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir ensemble Victoria Bonheur. Donc du coup, on a rendez-vous avec la victoire et le bonheur, comme je lui ai dit. Alors Victoria accompagne justement ses clients à se connecter à la joie, à l'élévation personnelle pour justement réussir selon leurs propres normes et arrêter de se battre finalement contre eux-mêmes. Alors Victoria est en train de se connecter à ce live. On va attendre qu'elle se connecte. Elle est en train de se connecter. On va attendre quelques petits instants. Hello, hello, Hello. Victoria. Comment Hello vas-tu? Amal, ça va? Très Ça va bien, merci et toi? bien. Très bien, je te remercie. Alors, j'étais en train de te présenter et j'ai dit donc à mon audience, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la victoire et le bonheur en même temps. Donc, ça s'annonce vraiment, ça s'annonce bien. Ok, Victoria, bah, écoute, je te remercie d'abord d'avoir accepté mon invitation. L'idée, comme je t'ai dit, c'est vraiment de revenir sur ton parcours en tant que personne, mais également ton parcours en tant qu'entrepreneur. Et puis, tu as tellement de choses à partager de ton histoire, ce qui a fait qui tu es aujourd'hui, ce qui a fait comment tu as évolué, comment justement tu as pu te lancer et comment tu aides concrètement tes clients aujourd'hui et bien à se sentir bien. Comme on le sait souvent, l'entrepreneuriat renvoie souvent, quel que soit en tout cas le produit ou le service que l'on vend, ça rejoint souvent, tu vois, notre histoire personnelle. C'est-à-dire que soit que nous sommes passés par une douleur suite à laquelle on crée un produit ou un service parce que ça a été source de frustration à un moment donné. On a été voir sur le marché, on n'a pas trouvé d'offre correspondante, donc on s'est dit, voilà, on l'a créé. C'est souvent ça d'ailleurs, en tout cas c'est ce qui marche parce que c'est ce qui parle le plus quand ça part de sa propre histoire. Et puis évidemment, il y a l'identification d'un certain nombre de mots, donc mots MAUX, évidemment sociétaux tels que le stress, tels que le burn-out, tels que l'anxiété, tels que les difficultés financières, tels que les difficultés de santé. En tout cas, tout ça, ce sont des choses que l'on vit réellement. Aujourd'hui, ça répond vraiment à des besoins réels et je pense que c'est ce sur quoi tu accompagnes également. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur ça. Mais avant, je vais te laisser te présenter, Victoria. Donc, dis-nous qui tu es, qui est Victoria, et puis après, on passera un petit peu à ce que tu fais en tant qu'entrepreneur. Ok, merci beaucoup Amal. Alors déjà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, j'ai tendance à appeler ma communauté les âmes créatives parce que ce sont des personnes qui ont une fibre artistique, une fibre créatrice, qui ont un peu du mal parfois à l'exprimer. Et moi, je l'invite à le faire. Alors, je suis Victoria Bonheur, c'est mon vrai nom. Et mon vrai prénom, c'est pas un pseudo, c'est ce qui est écrit sur ma carte d'identité. Et ce que je fais, c'est que effectivement, j'accompagne les personnes à se reconnecter à leur joie et à la cultiver pour réussir au quotidien. Donc il y a plusieurs manières de le faire, mais la raison pour laquelle je le fais, c'est que déjà, je suis très sensible à mon environnement depuis toute petite. Et puis surtout, c'est que je me suis rendu compte moi-même que quand je n'étais pas heureuse, quand je n'étais pas en joie, quand j'oubliais de me reconnecter régulièrement à la joie consciemment et de la cultiver, eh bien tout simplement mon corps tombe malade.
Et ça peut aller de la simple grippe à la méningite, pour le pire que j'ai fait. Mais le côté on se force, on lutte contre soi, on fait malgré ce qu'on ressent, et bien ça, c'est quelque chose que je ne suis plus physiquement en mesure de faire. Donc du coup, c'est très compliqué quand on nous a appris, quand on nous a éduqués à faire malgré, en dépit de ce qu'on ressent. Faut faire pour respecter les conventions, pour faire comme il faut en fait, hein, parce qu'il y a un chemin qu'on a plus ou moins balisé, et puis comme tu as les capacités de le faire, eh ben, tu y vas. Mais en fait, à un moment donné, il n'y a plus de sens. Et si jamais il n'y a plus de sens et que ta machine physique, tout ton être meurt à l'intérieur et qu'elle te dit, ben non, en fait, c'est pas par là, enfin par là ça va pas. Même si tu te dis oui, mais je sais pas comment faire autrement, même si tu te dis c'est compliqué, même si tu te dis ouais, mais en fait c'est risqué parce que ceci, parce que cela, ben, la première chose pour pouvoir atteindre ces objectifs, c'est d'être en vie en fait. Et donc à un moment donné, il faut choisir entre être courageux et être en vie. Moi, j'ai dû choisir entre être courageuse et être en vie. Et donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter d'être courageuse puisque, ben, comme vous me voyez là, je suis encore en vie. Donc, voilà. Alors, ça veut dire quoi être courageuse dans ce cas de figure? C'est parce qu'en général, être courageuse, c'est j'ai peur de faire quelque chose, j'ai peur du regard des autres et je le fais. Ben, de mon point de vue, être courageuse, c'est faire malgré ce qu'on ressent. Donc, ça veut dire que j'ai pas envie d'y aller, je n'ai aucune joie et la façon dont je le fais, ça me force, mais ça me force à tous les niveaux de mon être. Donc du coup, je fais malgré moi et pour moi, ça, c'est ça être courageux. C'est faire malgré ce qu'on ressent, c'est aller à l'encontre de soi-même, c'est se battre contre soi parce que oui, alors il faut pas être émotif, il faut pas être impulsif, faut pas, et je dois faire ça, il faut faire ça, etc., etc. Sauf qu'en fait, il y a aucune envie dedans, il y a aucun sens et il y a surtout pas de sensation de trouver sa place. Et ça, pour moi, les personnes qui restent, moi je les appelle les super galériens dans mon activité, mais les personnes qui restent dans un environnement pour lesquels elles ressentent fondamentalement qu'elles sont pas à leur place, que c'est dur, que ça les force. C'est pas dans le sens où il faut jamais se forcer, mais ces gens, ça te force tellement, ça va à l'encontre de ce que tu es, et tu restes là, tu es capable de rester dans un environnement qui est clairement hostile pour toi, et tu tombes même pas malade, en fait. Parce que moi, j'ai essayé, en fait, de faire ça, de faire malgré tout. Et systématiquement, ben, en fait, au début, mon corps était très tolérant. Il me laissait 4 ans, vas-y. Tu peux gambader, tu peux faire, etc. Mais plus ça va, moins il est indulgent, moins il a de la patience. Donc, avant, c'était 4 ans, ensuite, c'était 3 ans, ensuite, c'était 6 mois. Maintenant, au bout de 6 mois, si jamais j'ai pas réagi, alors qu'il m'a déjà dit, attends, Victo, là, c'est pas là que tu dois aller, il y a un problème, il y a un mais, je tombe malade. Ok. Ouais, non mais ce que tu dis me parle beaucoup parce que je suis moi-même passée par là. Je me forçais à m'adapter alors que j'étais pas du tout à ma place et je le sentais, tu vois. Et je faisais comme si en fait, comme tu dis, tu vois, tu te forces parce que voilà, il y a des choses qu'il faut faire, etc. Mais au fond, j'étais pas bien, tu vois, cette notion de joie, c'est pour ça qu'on est très connecté par rapport à ça, c'est qu'il y avait zéro joie, tu vois, il y avait zéro Ouais. joie, 100% douleur, 100% souffrance, 100% frustration. Et en fait, après, j'ai compris que nos émotions, parfois, bah, elles sont une source d'information sur Oui, tout à fait. notre, tu vois, tu te sens comme ça,
c'est parce que tu n'es pas à ta place, c'est parce que ça te convient pas, c'est parce que c'est pas pour toi. Tu vois, les émotions sont là dans ce sens pour justement montrer un petit peu la voix et le corps parle. Donc tout comme toi, je suis tombée malade à plusieurs reprises. Moi, je me souviens, j'accumulais, je collectionnais les angines, etc. Donc j'avais compris en fait c'était le chakra de la gorge qui était bloqué parce que j'avais peur de m'exprimer tout simplement. Euh, Parce que voilà, il fallait faire ce qu'il fallait faire, attention, dire ce qu'il faut, ne pas dire ce qu'il faut. Tu sais, quand tu es dans la peur, dans le regard des autres, tu vois, et c'est pour ça qu'en fait, je tombais souvent malade. Donc après, je me suis libérée un petit peu de tout ça, euh, je ne tombe plus malade. Je n'ai plus de d'angine. Ça fait, je sais pas combien d'années que j'en ai pas. Tu vois, parce qu'en fait, j'ai guéri l'origine de ce truc. Donc, le corps parle. J'ai fait aussi de l'anxiété, j'ai fait de l'angoisse parce que j'étais pas à ma place. Tu vois, tu te forces parfois, souvent, et en fait, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible et je pense que je me reconnais en toi. Je pense que tu l'es aussi. C'est parce qu'on est très sensible à l'énergie environnante, on est très sensible aux émotions, on est très sensible à ce qui se passe. On perçoit les choses de manière très très subtile et très très puissante. On perçoit ce que les autres ne perçoivent pas. Donc il y a un côté qui est bien et un autre côté en fait qui c'est à double tranchant, hein, qui est douloureux parce que voilà, tu vois, tu perçois tout. À un moment donné, ton corps il te dit ok, j'ai cette capacité là, mais s'il te plaît, je suis fatiguée, tu m'épuises avec toutes ces énergies négatives, va là où il y a de la joie, tu vois. Parce que comme tu dis, ça vient pas comme ça, on le comprend pas comme ça, on n'a pas été éduqué comme ça, on a davantage été éduqué à rentrer dans un moule et dans un conditionnement. Moi, on m'a dit clairement, mais vraiment, alors que c'est ma nature d'être hypersensible. C'est comme ça, le bon Dieu m'a créé comme ça. Et j'en remercie parce qu'il y a aussi beaucoup d'avantages. Mais on ne comprend pas comment ça se fait qu'un tel, une telle a réussi à s'adapter et toi, tu n'y as pas réussi. Mais c'est pas ma nature, c'est pas moi. Je peux pas me forcer. Ça ne marche pas. C'est pas moi. C'est, voilà là où je suis mieux, tu vois. Et du coup, il fallait sortir de ce conditionnement basé sur le fait que, sur ce qui était perçu comme étant des faiblesses pour les autres. Tu vois, venez voir mes forces. Et puis mon hypersensibilité, c'est pas une faiblesse. Venez voir ce que je fais avec. Tu vois, donc tout ça, il a fallu l'apprendre et je pense que tu es passé par là aussi. Il a fallu l'apprendre sur le tas. C'est en tombant malade, c'est en faisant de l'introspection, c'est en prenant des décisions courageuses, là pour le coup, de sortir de toute forme de toxicité. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as vécu, Victoria? Comment tu l'as vécu? C'est intéressant de voir ton parcours par rapport à ça. Et comment tu t'en es sortie? Alors, déjà, effectivement, bon, bah, moi, comme tu l'as compris, ma notion du courage, c'est pas du tout la même que beaucoup de personnes ont. Moi, le côté courageux, c'est vraiment de faire des choses qui vont contre moi. Et comme j'ai choisi de rester en vie, et ben du coup, je fais des choix qui vont dans le sens de rester en vie. Donc, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est courageux, mais pour moi, c'est juste de la survie, en fait. Donc du coup, déjà à ce niveau-là, effectivement, de mon point de vue, c'est pas courageux, mais je sais que c'est que mon point de vue. Après, il y a comprendre ce qui se passe. Euh, au fait de savoir, ok, là ça me force, là ça ne va plus, et comprendre ce qu'on doit faire pour que ça change. Et ça, c'est deux choses différentes. Parce que malheureusement, on peut savoir en théorie, etc., tout ce qu'il y a à faire, parce que savoir s'adapter, on sait le faire. On sait le faire depuis tout petit, on apprend à le faire, etc. Et c'est justement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en suradaptation que il y a le côté perte de sens et il y a cet aspect où on a l'impression en fait qu'on meurt de l'intérieur tellement on essaye de mettre les formes autour de ce mal-être qu'on ressent. Déjà, ça c'est une première chose.
Mais c'est surtout qu'en plus, on nous a tellement appris à nous suradapter que on a oublié que, ben, en fait, on peut aussi faire ce que j'appelle faire la roche dans la rivière, à savoir prendre sa place et que le reste, que notre environnement va aussi s'adapter, en fait, à cette place qu'on décide d'occuper et surtout qu'on s'autorise à occuper. Parce qu'il y a une différence en fait entre le il faut que et je m'autorise à. Parce qu'on peut avoir en tête toute la liste des choses qu'il faudrait qu'on fasse pour que ça soit nickel, etc. Et puis il y a toute une programmation, tout un conditionnement en background qui nous dit mais non, en fait, t'as pas le droit de faire ça parce que si jamais tu fais ça, tu vas à l'encontre du pacte familial, tu vas trahir, tu vas devoir trahir ton environnement, tu vas pas faire comme nous en fait, comme nous on t'a dit qu'il fallait faire. Et ça, on l'a appris dans notre éducation. Il faut faire comme nos parents nous ont dit de faire. Et donc du coup, il y a ce côté rentrer en conflit avec ce qu'on a appris, notre conditionnement, et ce qu'on sait qui sera bon pour nous. Et puis, il y a tous les « Ah oui, mais tu imagines, ça marche pas. Ah oui, mais tu imagines. » Ouais, mais en fait, déjà, là, comme j'ai déjà fait comme vous m'avez dit de faire, et ça n'a pas marché, en fait. Et ça a tellement pas marché qu'à un moment donné, j'ai eu plus envie de vivre. Donc, certes, c'est la voie qu'il faut suivre, qu'il faudrait suivre, sauf qu'en fait, à un moment donné, il y a eu un choix entre la voie qu'il faut suivre et la vie. Personnellement, j'ai choisi la vie. Donc, la voie qu'il faut suivre qui ne fonctionne pas pour moi, eh ben, c'est non. Et ça dérange, c'est ballot, mais ce sera non, en fait. Parce que sinon, eh ben, je vais pas rester en vie. Okay. Et c'est pas pour des raisons de volonté, mais c'est vraiment pour des raisons physiologiques en fait. Mon corps me dit stop à chaque fois. Okay. Et après, il y a toute une reconstruction à faire, etc., pour se réconcilier avec soi-même, pour continuer à avancer. Parce que quand on n'a pas la santé, bah, faut faire de la rééducation, faut se faire soigner, etc., etc. Et les bien-pensants il faut faire ça, et ben en fait, leur vie, elle continue à tourner pendant que toi, tu es au fond d'un lit d'hôpital. Donc voilà. C'est un peu extrémiste, mais c'est comme ça que ça se passe en fait. Donc voilà. Donc, quand tu étais dans ton lit d'hôpital, c'est là en fait tu as fait ce travail d'introspection pour faire des choix, pour dire plus jamais ça, plus jamais de problèmes de santé, plus jamais cet état extrême justement dans lequel tu étais. Et à ce moment-là, quelles sont les décisions que tu as prises? Donc tu dis non à tout ce qui est contraire à ta santé, tout ce qui est contraire à ton bien-être. Comment mentalement et au niveau mindset, comment tu as évolué par rapport à ça? Alors déjà, la première chose, c'est d'identifier ce que je voulais vivre. Qu'est-ce que je veux vivre? Comment est-ce que je veux me sentir au quotidien? Parce que ce travail-là, quand j'ai commencé à dire non, j'étais encore salariée pendant 4 ans après. D'accord? 4 ou 5 ans. Mais il y a vraiment le côté, ok, à partir de maintenant, je vais choisir l'environnement où je vais évoluer. Je vais choisir le type de personne avec qui j'ai envie de travailler. Je vais choisir les conditions de travail. Parce qu'on peut le faire aussi, on peut le faire en tant qu'entrepreneur, ok, mais on peut aussi le faire en tant que salarié. À choisir son type de poste, à choisir le type d'entreprise. Certes, encore une fois, c'est pas facile. Et puis en plus, ça évolue puisque les gens autour de nous évoluent, l'entreprise évolue, etc. Mais à un moment donné, en fait, mes limites n'étaient plus celles qui étaient avant. J'avais ce que j'appelle des pré-limites. Un peu comme quand on est sur la route, il y a des panneaux
de signalisation. Au début, on est à 130, ensuite ça passe à 110, ensuite ça passe à 80. Enfin, on passe pas de 130 à 50 en 2 secondes, mais il y a vraiment une progression à ce niveau-là. Et quand ton corps te dit stop, à partir de là, à partir de maintenant, ça va plus être comme ça, ben en fait, tu mets des balises pour te dire, OK, ça, je veux plus. Bien sûr, je me suis fait accompagner aussi parce que c'est mignon, coucou, c'est mignon de pouvoir dire oui, je m'en suis sortie, mais en fait, on s'en sort pas tout seul parce que bien souvent, ben, quand on a un mode de fonctionnement, ben, on est en mode comme ça. Et ben, le fait d'avoir d'autres personnes autour de soi, ça permet aussi d'ouvrir, d'élargir son champ d'horizon, de découvrir qu'il y a d'autres options. Parce que la première chose à faire, effectivement, c'est d'identifier que là, ben, ça ne va pas et que je ne vais plus faire comme si ça va alors que ça ne va pas. Et ensuite, une fois qu'on a décidé qu'on va s'autoriser à trouver une autre voie, même si on ne sait pas encore quelle est la voie. On n'a pas besoin de savoir déjà quelle est la voie. Première chose, initialement, moi, je savais ce que je ne voulais plus. Par contre, juste savoir ce qu'on ne veut plus, ça ne suffit pas. Quand on fait juste ça, je veux plus, on est encore dans le côté problème. Ce qui est important, c'est d'aller du côté solution. Et après, j'ai eu d'autres alertes. Le dernier en date, non, pas le dernier en date, l'avant-dernier en date, avant l'entrepreneuriat, c'était la crise d'angoisse pour retourner au bureau après le Covid. Quand tu es en PLS, 30 minutes, alors que tu as 45 minutes pour faire un trajet et que tu as calculé juste le temps, etc. Et que, en fait, ton corps te dit, tu es habillée, tu es prête pour partir au travail, mais tu n'iras nulle part parce que j'ai besoin que tu m'écoutes. Donc, tu vas rester là et tu vas m'écouter. Et là, ben, j'ai discuté avec mon corps pour lui dire, bon, j'avais prévu un an de plus, le temps de trouver une solution. Il m'a dit non. Ouais, bon, 9 mois. Non, 9 mois, non, tu te lèves pas tant qu'on n'a pas calé le truc. Bon, ok. 6 mois, c'est ok pour toi? Ouais. Si vraiment dans 6 mois, tu as fini avec ça, là, tu peux te lever. Ok? Je sais pas encore comment ça va finir. Je sais pas encore comment est-ce qu'on va s'en sortir. Mais dans 6 mois, promis, juré, c'est fini. Ok, c'est bon, tu peux te lever. Là, je suis partie faire ma journée de travail. Et quand ça arrive, eh ben, tu te dis, bon, ben, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. C'est souvent un acte de foi, Victoria. Je sais pas ce que tu en penses. C'est souvent un acte de foi. C'est-à-dire que je sais pas ce que je vais faire, mais je sais que je dois arrêter de faire ce qui me fait mal. Tu vois, moi, quand je me suis lancée, quand j'ai pris la décision de me lancer à mon compte, je savais pas comment j'allais faire. Je savais à peu près ce que je voulais faire, mais alors comment, etc. Je savais pas. Mais ce dont j'étais sûre, c'est que je ne voulais plus entendre parler de ma situation professionnelle de l'époque. Je voulais partir coûte que coûte. Et tu sais, c'était pas gagné d'avance parce que j'avais un crédit au logement, j'avais un crédit auto. Il fallait gérer la famille, enfin l'entourage qui disait mais attends, est-ce que t'es folle? T'as quand même une situation financière stable. Qu'est-ce que tu vas aller à changer tout ça? Et que tu vois, les gens ne comprenaient pas. Donc il fallait que je gère le stress environnant. Les gens qui avaient peur pour moi, que je gère mon mal-être parce que j'étais arrivée à un point où, tout comme toi, tu vois, je faisais de l'anxiété, de l'angoisse, et donc c'était ça suffit. C'est comme tu dis, quand ton corps arrive à ce stade-là, ça veut vraiment dire qu'il faut arrêter parce que au-delà, en fait, c'est comme si ton corps te dit, donc voilà le symptôme, voilà l'état de gravité, tu veux aller au-delà, tu assumes. Donc moi, je t'ai communiqué l'information comme étant le fait que tu sois arrivé à une limite. Oui, c'est ça. Tu vois? Et donc, au-delà de ça, donc, tu assumes tes choix. Tu veux quand même rester, tu assumes tes choix, mais en tout cas, moi, j'ai fait mon boulot. Et c'est la raison pour laquelle on dit souvent, je pense que c'est ce que tu as fait aussi, c'est écoute ton corps. Et quand on est, parce que bon, tu sais, on est sous l'effet du conditionnement, on est sous l'effet de l'habitude, de la répétition, et du coup, pour sortir de sa zone de confort, il faut se lever de bonne heure, il y a de la dépendance.
Et quand tu sais pas que c'est de la dépendance, tu comprends pas pourquoi tu veux rester dans l'endroit qui te fait souffrir. Tu comprends pas que c'est de la dépendance. Tu comprends pas, tu vois, quand t'es pas spécialiste. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se poser la question et de se dire, OK, euh, pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je reste quand même alors que j'ai mal? Pourquoi je continue à faire ce qui me fait souffrir? Tu vois? Et c'est là où ton intuition te donne la réponse. Attention, c'est une forme de dépendance. Attention, c'est la peur de ne pas savoir ce que tu vas faire si tu n'as pas cette situation-là, parce que tu maîtrises, cette situation, tu la connais, tu la maîtrises. OK? Tu sais pas, tu n'as aucune idée de par quoi tu peux la remplacer. D'où cette notion de peur de l'avenir, peur du futur, parce que tu sais pas à quoi ça va ressembler. Et en fait, tout ça, alors évidemment, quand tu apprends après à créer ta propre vie, à créer tes propres objectifs, tu passes de la victime au créateur ou à la créatrice, mais à ce moment-là, on n'y est pas encore. À ce moment-là, c'est le foutoir, quoi. Ça, c'est vraiment le blackout. Je sais pas si tu l'as vécu également comme ça. Alors, moi, c'est légèrement différent, puisqu'en fait, le principe de travailler avec mon vraiment quelque chose qui date, parce que effectivement, j'ai eu une méningite en 2008, fin 2008, début 2009, et donc du coup, je sais pas si tu m'entends bien. Oui, oui, je t'entends très bien. Oui, oui, Ok, oui, je t'entends. d'accord. Et donc, du coup, il y a eu effectivement le côté. Attends, je crois que mon casque a bugué. Désolée si les aléas du direct. Mais tu peux l'enlever, Voilà. Victoria. On t'entend très bien. On t'entend sans le casque. Et donc, oui, mais bon, c'est plutôt par rapport à l'environnement Ah, extérieur. très bien. Et donc, du coup, le fait est en fait que ça fait un petit moment que j'ai appris à écouter. Alors, c'est sûr que c'est pas toujours facile. Faut savoir que moi, j'ai tendance à dire que le corps, c'est le syndicaliste de notre équipe interne parce que, certes, il y a le mental Tu viens de qui taper nous sur dit la table. attention, il faut faire ça comme ça parce qu'on nous a appris à faire les choses comme ça. Il y a l'intuition qui te dit, ouais, mais regarde par là. Il y a ton enfant intérieur qui te dit, ouais, mais en fait, tu sais, là, je m'ennuie, je m'en fous, j'ai envie de faire autre chose. Et puis, à chaque fois qu'il y a une partie de toi qui te dit, tiens, j'ai besoin de ça. Surtout les parties d'ombre qu'on a tendance à cacher, c'est pas le moment. Les émotions on leur dit, non, mais toi sur le côté, j'ai pas le temps pour le moment, j'ai des choses à faire. Et bien, en fait, c'est comme si il y a quelqu'un qui te demande des services tout le temps. Euh, tu, il a besoin de toi, donc du coup, il vient et te dit, hé, Amal, ouais, tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît, machin. Donc tu lui dis, oui, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, toi, tu lui demandes une petite chose du style, ouais, est-ce que tu peux, je sais pas, me ramener du riz ou me déposer à tel endroit. Il te dit, non, non, attends, parce que j'ai d'autres choses à faire, mais j'ai besoin de toi pour faire les choses. Donc, viens avec moi. Et puis, donc viens, et puis j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Mais tu lui dis, oui, mais moi, j'ai besoin d'aller acheter du riz, s'il te plaît. Et tu lui dis, non, 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 attends. Tout à l'heure, viens, j'ai d'autres trucs à faire. Et bien, en fait, l'équipe interne, c'est un peu la même chose parce que chaque partie de nous a des besoins spécifiques, y compris le mental. Et en fait, si jamais tu passes ton temps à leur dire, non, pas maintenant, j'ai des trucs à faire, au bout d'un moment, euh, ils se disent, bon, elle m'a pas écouté là. J'attends depuis 6 mois que d'aller mettre les pieds dans l'eau. Je suis pas allée en nature depuis je sais pas combien de temps. Et on n'a pas fait de vraie pause en mode on fout rien et on réfléchit pas au boulot en même temps. On n'a pas passé suffisamment de temps avec nos proches. Bref, il y a plein de. Des fois, c'est des choses très très lourdes. Et puis des fois, c'est ouais, mais attends, ça fait combien de temps que t'as pas pensé à respirer en conscience pendant 30 secondes? Et donc, du coup, au bout d'un moment, l'équipe interne se dit ouais, mais en fait, elles s'en foutent de ce qu'on nous demande nous. Oh, le corps, là, viens là, parce que là, ça va plus.
Elle veut continuer à faire sa vie et nous, on a dit non parce qu'on est en train d'attendre depuis 150 ans qu'elle fasse un petit truc qu'on lui a demandé. Donc, on se met en grève. Et donc, du coup, ça va être stop. Les émotions, on a tendance à se dire oui, il faudrait pas avoir peur, il faudrait pas ressentir de la colère, il faudrait pas. Les émotions, comme tu l'as dit, elles nous apportent des informations. Ces informations-là, de toute façon, quand on est dans une situation qui ne nous convient pas, on n'est pas bien. Ça, c'est un état sûr. C'est même pas à discuter de pourquoi, du comment, etc. On n'est pas bien. Sauf qu'en fait, dans ce on n'est pas bien, il y a une part de nous qui nous dit ouais, t'es pas bien, mais t'as encore envie. Donc, pour le moment, on n'est pas bien, il fonctionne à peu près. Ouais. L'inconnu, on le connaît pas. Mm. Donc, on ne sait pas si quand tu vas être bien ou quand tu vas être mieux, eh bien, ça va pas te mettre plus, comme on dit chez nous, en bêtise. Donc, Ouais. du coup, te mettre encore plus en bas. Et moi, j'ai tendance à dire que la peur qu'on ressent, c'est pas forcément une peur d'échouer, c'est surtout parce qu'à l'heure actuelle, quand on n'a pas ce qu'on veut, eh ben, on est déjà dans cette situation d'échec. C'est vraiment une peur de réussir. Parce que du coup, il y a une part de nous, la part de nous qui nous a dit ouais, mais t'aurais dû y aller, machin, elle va te dire non, mais t'as pas vu, excusez-moi, je vais être grossier, mais t'as pas vu comment t'es une connasse à nous dire que tu restes dans ton coin à faire ton truc, alors qu'en fait, tu peux survivre de l'autre côté et que tu peux être mieux, et que tu nous as fait paroter pendant 4-5 ans à pas faire ton truc, alors qu'en fait, il y a moyen de le faire. Et là, tu t'insultes de tous les noms, tu te traites de tous les noms. Parce que justement, tu te dis, ah ouais, mais en fait, j'ai essayé et j'ai survécu quand même, alors qu'en fait, initialement, je pensais que c'était impossible. Ouais. Donc, certes, les émotions, en fait, moi, mon positionnement, c'est vraiment d'arrêter de lutter contre soi. Donc, effectivement, tu as envie d'aller là. Avant de te dire, stop, ne le fais pas, ou vas-y, fais-le, pose-toi la question, et si? De quoi est-ce que j'ai besoin? Parce qu'en fait, tant qu'on reste en vie, on a toute une équipe interne, tout un tas de parties de nous qui vont travailler à ce qu'on ait un équilibre. Alors, même si la situation actuelle est désagréable, etc., on y trouve un certain équilibre parce que quand tu dis pourquoi, moi je suis pas thérapeute, je suis coach et formatrice, et ben du coup en fait j'ai tendance à séparer le pour et le quoi. Pour vivre quoi? Pour ressentir quoi? Pour obtenir quoi? Je continue à faire ça pour quelle raison? Et donc du coup, oui, parce que j'ai la sensation que dans cette relation, eh bien, ça me donne maintenir cette relation qui ne me va pas, que ce soit une relation personnelle, que ce soit une relation professionnelle et que ce soit une relation avec nous-mêmes. Parce que bien souvent, c'est d'abord la relation avec nous-mêmes qu'il faut retravailler. Mais en fait, je la maintiens comme ça pour avoir la sensation de contrôler les choses, pour avoir la sensation de pseudo-réussir parce que du point de vue extérieur, les gens ont l'impression que tout va bien, ou pour avoir la sensation simplement que je suis capable de survivre dans cet environnement hostile. Des fois, c'est juste ça. Ouais. C'est c'est incroyable ce que tu es en train de dire parce qu'en fait, c'est exactement ce que j'ai vécu. Et d'ailleurs, j'en ai parlé même à mon démarrage dans le coaching parce que comme je suis issue d'une reconversion professionnelle, donc depuis toujours, en fait, j'aide les gens à aller dans ce sens-là, de sortir de cette toxicité. J'ai écrit 2 livres et dans mon 2e livre, je parle clairement de ce que l'ego, en fait, nous impose, c'est-à-dire réussir dans un milieu d'hostilité. Parce que c'est devenu un critère de réussite. Quelqu'un qui dit, tu sais, c'était pas facile et tout, mais j'ai réussi tu vois, ça, c'est une fierté. Mais attends, t'as réussi, mais tu t'es vu là, comment tu es devenu? Tu vois,
sur le plan santé, sur le plan mentalité qui a dû changer. Il y en a qui font fi de leurs principes, de leurs valeurs juste pour réussir. T'as vu comment t'es devenu? Est-ce que c'est ça pour toi la réussite? Tu vois? Mais Donc, justement, c'est parce qu'en oui, la plupart du temps, on a le côté, il faut travailler dur pour réussir, il faut souffrir pour réussir. Malheureusement, alors oui, c'est bien pour commencer, pour s'accrocher, etc. Mais en général, quand tu galères à faire un truc, c'est que tu es en phase d'apprentissage. Et quand tu maîtrises, on n'est plus dans de l'apprentissage. Donc du coup, tu ne forces plus. Quand tu maîtrises, c'est facile. Et si jamais en fait tu as appris, tout à l'heure tu parlais des croyances, etc. Si jamais tu as appris comme croyance que il faut travailler dur, il faut se forcer pour réussir, etc. Et qu'à aucun moment tu passes de l'autre côté, il faut se forcer. En fait, des fois, ça se force pour maîtriser. Mais une fois que tu maîtrises, ça devient facile. Et si jamais quand ça devient facile, tu n'accordes plus de valeur à ce que tu fais, là, ça devient problématique. Parce que du coup, tu vas tu vas te recréer des environnements hostiles pour que ta réussite, ton succès continue à avoir de la valeur pour toi-même. oui. Et effectivement, là, à ce moment-là, on va se targuer de se dire, ah ouais, mais j'en ai bavé, mais c'était pas facile, mais machin, mais j'ai réussi, mais ouais, mais la croyance de base, c'est quoi? C'est qu'il faut en baver pour réussir. Tu associes la souffrance à la réussite. Tu associes les Ouais. deux, alors qu'en fait non, on peut réussir sans pour autant souffrir. Alors évidemment, ça se fait pas, c'est facile à dire parce qu'on n'en est pas conscient sur le coup, mais après quand on prend conscience et quand on apprend à maîtriser ses pensées, ses émotions, comment atteindre ses objectifs dans la facilité, dans la joie, en fait tu orientes tes actions dans ce sens-là. Comme tu disais tout à l'heure, ce qui te procure de la joie, bah tu y vas. Quand ça ne te procure pas de la joie, c'est comme un filtre, tu vois, que tu t'es imposé à toi-même pour ne pas y aller. J'aimerais, Victoria, qu'on revienne sur l'aspect réconciliation avec soi-même. Je pense que ça va intéresser les personnes qui nous suivent et même celles aussi qui pourront revoir le replay. Qu'est-ce que c'est selon toi la réconciliation avec soi-même? Parce qu'on dit souvent, je me réconcilie, oui, mais avec les autres, comment je peux me réconcilier avec moi-même? On a souvent tendance à penser que on peut pas se faire du mal, alors qu'on peut se faire du mal inconsciemment, et c'est tout le concept de l'auto-sabotage, on s'en rend pas compte. Mais quand on fait un travail thérapeutique et qu'on rentre en profondeur, on se rend compte finalement que on peut être son propre ennemi. J'avais mon livre ici, je sais pas où je l'ai mis. Tu sais, l'ego est ton ennemi. Tu vois, c'est un livre à lire. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, en conscience, comme tu le dis, est-ce que ce que je suis en train de faire contribue à mon bien-être? Est-ce que ce que je suis en train de faire contribue à ma joie de vivre, contribue à mes objectifs? Si oui, je continue. Sinon, je trouve une alternative pour justement me détacher complètement de cet aspect-là. Et tout cela rejoint cette notion de mérite, cette notion d'amour de soi, cette notion d'autorisation qu'on doit se donner, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Tu sais, en tout cas, c'est ce que je recommande aussi pour les personnes qui nous suivent. Quand vous écrivez « je m'autorise à », vous allez voir toutes les résistances internes que vous avez. C'est incroyable comme c'est puissant comme approche thérapeutique. Je m'autorise à réussir X, Y, Z. Je m'autorise à me sentir mieux. Je m'autorise à être heureuse. Je m'autorise à réussir. Vous allez voir que votre système d'auto-sabotage va vous dire non mais attends, t'es folle. Nous on n'a pas l'habitude de réussir. Nous on a l'habitude d'échouer. Nous on a l'habitude de galérer. Donc toi tu viens nous dire que tu veux être heureuse, que tu veux réussir, c'est pas possible. Donc cette première couche de résistance interne, il faut la laisser passer. C'est comme l'histoire de l'oignon, tu vois, que tu épluches, tu vois. Cette première couche, on la laisse passer. Après, il va y avoir la couche qui vient de toutes les paroles, toutes les croyances qu'on nous a inculquées, que l'environnement nous a inculquées. Ensuite,
ça remonte à l'éducation, ça remonte à la relation qu'on a avec nos parents, parce que c'est comme ça qu'on a été programmé. On a été programmé par des expériences, par des croyances qu'on a développées sur la base de nos expériences, mais aussi par des croyances qui nous sont venues de l'extérieur. Donc c'est à partir de tout ça, en fait, que je me dis ok. Donc si je me suis pas autorisée, et ça rejoint la peur de la réussite, c'est fou ce que ça me parle parce que c'est exactement ce que j'ai vécu et j'en parle souvent. Tu sais, Victoria, moi, je n'ai pratiquement jamais eu peur de l'échec. Pratiquement jamais eu peur de l'échec. Mais j'ai toujours eu peur de la réussite. Tu vois, ça peut paraître bizarre parce que on se dit, mais attends, mais tout le monde a envie de réussir. Oui, mais les résistances que j'avais, compte tenu de mon hypersensibilité, compte tenu de tout ce que j'ai vécu, a fait que, tu vois, ça me limitait. J'avais peur de réussir parce que je me dis, si je réussis, ben, un tel ou une telle ne va pas être contente. Ça va créer problème. Mais qu'est-ce que je m'en fous qu'il soit content ou pas content? Je suis où, moi, dans l'histoire? Et du coup, j'ai laissé passer des choses. J'ai dit OK sur des choses. J'ai fait avancer des gens à ma place. Tu vois? Et après, je me suis dit, Amen, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as à gagner de cette histoire? Rien. Surtout que j'ai même pas été, il n'y a même pas eu de reconnaissance. Tu vois? Pire encore, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit, ouais, mais attends, de toute façon, on l'aurait fait sans toi, hein, c'est pas. J'ai dit, ah bon? Ben ça, il fallait y penser quand on m'a demandé, quand tu m'as demandé de faire, de te rendre ce service ou quand tu m'as demandé de faire ceci et cela. Il fallait y penser. Pourquoi t'as pas été voir ailleurs? Pourquoi c'est moi à qui tu l'as demandé, tu vois? Et donc, on commence un petit peu à s'en vouloir. Et cette peur de la réussite que j'ai eue, a été associée quand j'ai fait ma propre thérapie. Alors j'ai créé une méthode dans ce sens-là parce qu'il fallait que je m'en sorte. Hein, tu sais, toi c'était une question de survie émotionnelle et physique aussi. Moi, j'ai vécu un peu pareil par rapport à cette notion de survie. Moi, c'est mon corps qui m'a dit, Amel, on n'en peut plus, stop, c'est plus possible. Tu vois, avec les problèmes au niveau de, tu vois, j'étais devenue tachycarde, euh, des problèmes Ah de oui. tension artérielle, tu vois, le corps réagit, tu vois, en tant qu'hypersensible, mon corps réagit à mes émotions. Je veux dire, c'est point. Donc, la première chose qu'il fallait faire, c'était d'apprendre à gérer mes émotions. Tu les apprends à les gérer quand ça n'a pas d'impact organique. Quand ça a un impact organique, il faut gérer et l'aspect organique et l'aspect émotionnel. C'est pas souvent facile. On y arrive avec la pratique, avec la répétition, avec la prière. Moi, je suis quelqu'un de très croyante et de très croyant et ça m'aide beaucoup. Mais en tout cas, quand on est dans cette optique de peur de réussite, de culpabilité, et après on se rend compte finalement quand on fait ce travail de fond, ce travail thérapeutique de fond, on se rend compte que finalement on ne s'aime pas suffisamment. Parce que si on s'aimait, on aurait mis des limites. Si on s'aimait, on se serait fait respecter. Si on s'aimait, on aurait justement poussé la personne à nous respecter. Et ça rejoint donc cette notion de mérite et d'autorisation dont tu parlais. Et comme ça, on a bouclé la boucle. Tu vois comment la peur de la réussite peut être liée en fait à tout ça. Je sais pas ce que tu en penses, Victoria. Alors, là, tu as abordé plusieurs sujets, donc je vais essayer de les reprendre un peu dans l'ordre. Déjà, l'histoire du mérite. Personnellement, je pars du principe que quand on reçoit quelque chose, quand on s'autorise à recevoir quelque chose, c'est pas une question de mérite, c'est une question d'autorisation. Puisque on a tendance à dire quand il y a quelque chose de bien qui nous arrive, ah oui, je l'ai mérité. Et puis quand il y a un truc de pas bien qui nous arrive, genre on est tombé malade, genre on a fait un accident, genre etc. Ouais, mais en fait j'ai pas mérité ça. Donc à un moment donné aussi, ça serait intéressant d'aligner les deux. À mon niveau, j'ai décidé que c'est pas une question de mérite, c'est une question d'autorisation. Déjà, ça c'est mon point de vue à ce niveau-là. Donc, quand on ne s'autorise pas, si par exemple on a des soucis financiers, si jamais on a des soucis professionnels ou personnels, la plupart du temps, c'est peut-être pas systématique parce que je ne détiens pas la science infuse,
Mais la plupart du temps, c'est une question de je ne me suis pas autorisée à recevoir. Et je ne me suis pas autorisée à recevoir parce que, effectivement, si jamais j'ai plus que mon voisin ou que ma cousine, eh ben du coup, je vais peut-être changer la donne et donc du coup, je ne m'autorise pas à expérimenter ce changement de donne. Je vais peut-être être obligée d'assumer un certain rôle pour le moment que je ne m'autorise pas à assumer. Mais c'est toujours une question d'autorisation. Première chose, selon moi. Ensuite, par rapport à la réconciliation avec soi-même, on a tendance à se traiter et à à se faire des choses qu'on n'autoriserait pas quelqu'un d'autre à nous faire. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Ça serait bien, on a tendance à dire, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, mais arrête de te faire ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Exact. Quand tu te lèves le matin et que tu vas dans la salle de bain et que la première chose que tu fais devant le miroir à te dire ah ouais mais t'as une sale gueule, ah mais regarde tu devrais cacher ses cernes, ah oui mais t'as des bourrelets, ah ouais et puis dès que tu rates un truc, ah ouais ben je t'avais dit mais t'es qu'une connasse, t'es nulle et t'es machin. Est-ce que tu accepterais qu'il y ait quelqu'un dans ton entourage qui te parle comme ça, H24, sans lui dire, oh bah tu sais quoi, si jamais t'es pas contente de qui je suis, casse-toi. Non, on permettrait même pas ça. Si jamais il y avait des parents qui nous parlaient comme ça, même nos parents, si jamais ils nous parlaient comme ça à partir d'un certain âge, on leur dirait ah oui mais t'es toxique, ah oui mais tu vois pas ma valeur, etc. Et toi tu te le fais. T'es tranquille en train de te reposer. Ah ouais mais regarde la fainéante, tu devrais être en train de faire ça, 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 ça. Et ma fille, repose-toi là 2 secondes. On va se calmer. Certes, je réussis pas tout, mais personne n'est parfait, mais on va quand même commencer à se parler meilleur, comme on dit. Donc, la première chose à faire, c'est effectivement observer la façon dont on se parle et se demander si jamais on avait quelqu'un à l'extérieur de nous qui nous parlait comme ça, est-ce qu'on aura envie de garder cette personne-là dans notre vie? Oui. Si jamais la réponse est non, c'est qu'il est temps de faire des changements. Ça serait bien d'abord vis-à-vis de notre corps, vis-à-vis de même notre mental qu'on a tendance à dire il faut casser le mental, il faut casser l'ego. Il est là, il fait ce qu'il a appris à faire. Le mental, il est là, c'est la partie de nous qui est là pour nous protéger. Si jamais il a appris à nous protéger en nous disant ah oui mais t'as bu la tasse une fois alors du coup dès que tu t'approches de l'eau on te dit non parce que la dernière fois que tu t'es rapproché de l'eau t'as failli te noyer, t'as eu peur, etc. Il va te dire non tu vas pas par là parce que c'est un archiviste donc lui il va aller regarder dans ses trucs pour dire ok la dernière fois tu as eu un truc qui ressemblait un petit peu à ça même si ça ressemble absolument pas mais c'est le truc la valeur la plus approchante. C'est comme dans le juste prix. Il va te dire, la dernière fois, ça s'est bien passé, essaye, mais fais attention. Par contre, la dernière fois, ça s'est mal passé, non, tu n'y vas pas. Parce que c'est le parent poule. Si jamais tu lui dis, c'est comme un gardien de but. Si jamais tu lui dis, à partir de maintenant, je ne veux plus que tu protèges ce but-là. Donc, que tu m'empêches d'aller dans cette direction. Et que tu t'arrêtes là. Il va te regarder en mode, mais en fait, si jamais j'ai rien à protéger, je suis inutile. Or, je ne peux pas me supprimer. Je suis là pour te protéger. Donc, du coup, je vais continuer à te protéger là où je sais que je peux te protéger. Tu m'as dit de pas faire, mais c'est que ça que je sais faire. Le mental, il a besoin d'avoir une mission. Moi, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, comme pendant longtemps, j'avais dit je serai salarié toute ma vie, mon mental s'est mis en mode ah non, jamais, tu vas pas là, on avait dit qu'on n'allait pas par là, tu avais promis et ceci et cela. Ok. J'ai pris une feuille, j'ai pris mon stylo, j'ai dit bon ok, vas-y, parle.
Ah oui, mais j'ai peur de plus servir à rien. Ah oui, mais j'ai peur que tu te casses la gueule. Ah oui, mais j'ai peur que tu meurs. Ah oui, mais j'ai peur que… Et mais si jamais tu fais faillite et machin et ceci et cela. Ah mais si jamais je fais faillite et que je suis encore en vie, il y a moyen de s'arranger. Ok. À partir de maintenant. Et puis la raison pour laquelle moi je voulais pas aller dans l'entrepreneuriat, c'est parce que j'avais peur effectivement que ça m'empêche d'avoir une vie de famille, alors que pour moi la famille c'est hyper important. Ça fait partie de mes valeurs fondamentales. Une fois que j'ai laissé déblatérer tout ce qu'il avait à dire, j'ai dit ok, déjà là jusqu'à maintenant on a bien remarqué que le salariat ça marchait pas. On a déjà dit que la case hôpital, déjà on touche pas 20 000 euros comme Monopoly, et en plus on veut plus y retourner. Donc on va arrêter ça. Toi maintenant ta mission, donc on va reprogrammer la mission du mental à lui dire je sais que tu es là pour me protéger, déjà merci. On va commencer par te dire merci plutôt que ta gueule. On va commencer par dire merci. Et ensuite, parce que le merci, en fait, ça abaisse les résistances. Jusque-là, tout ce que tu as fait pour moi, ça m'a permis de rester en vie. Donc, merci pour ça. C'est pareil pour les croyances. On commence par dire merci. Merci d'avoir été là jusqu'à maintenant. Maintenant, les choses changent. On est à la mi-temps, tu changes de goal. Dorénavant, je veux plus que tu m'empêches d'aller dans l'entrepreneuriat. Par contre, je veux que tu t'assures, je mets en place ma glissière de sécurité, je veux que tu t'assures que je ne passe pas une semaine sans passer du temps de qualité avec mes proches. Que je ne passe pas une semaine sans avoir un vrai temps de repos. Si jamais tu vois que je passe 2 semaines collées sans avoir du temps de qualité avec mes proches et sans avoir un véritable temps de repos, à savoir une demi-journée ou une journée off, là, tu peux commencer à gueuler. Et là, ton mental, il va te dire, ok, est-ce que là, tu vas lui demander de quoi tu as besoin d'autre. Tu as compris ta mission, tu es ok pour ça, c'est bon, c'est parti, on y va. On va se parler. Pour se réconcilier avec soi-même, c'est important de se parler comme on parle à une amie, à un frère, à un parent qu'on a blessé. Donc, on va commencer par se présenter des excuses, reconnaître que la façon dont on s'est traité jusqu'à maintenant, c'était pas tip-top, parce que quand on tombe malade, bien souvent, on se dit « Ah putain, mais j'avais des trucs à faire, mais je me sens trahi par mon corps, je me sens inutile, etc., etc. » Tu as le droit de le penser. Mais à un moment donné, il faut faire un stop et il faut se dire, ok, là, j'ai déconné, j'ai ma part de responsabilité dans la situation. Ça ne veut pas dire qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive, on est responsable de ce qu'on en fait. Et je tiens à bien cibler cette différence. Il y a des trucs qui nous arrivent, mais on est responsable de ce qu'on en fait. Si jamais on a un accident de voiture, il y a quelqu'un qui nous rentre dedans, on peut décider qu'on fait un scandale dans la rue, ou on peut décider de respirer 3 fois, de mettre ses warnings, de mettre son gilet, son truc fluo, et de descendre faire son constat. Parce que de toute façon, si jamais on est en mesure de le faire, ça veut dire qu'on est encore en vie. Et donc, du coup, il y a moyen de récupérer son équilibre. Revenir à l'essentiel. Quand on a besoin de se réconcilier avec soi-même, la première chose à faire, c'est de remarquer que la façon dont on s'est traité jusqu'à maintenant, si jamais il y avait quelqu'un d'autre que nous qui l'avions fait, on l'aurait mis dehors de notre vie. Sauf qu'on ne peut pas se mettre soi-même dehors de sa vie. Donc, c'est 2 choses, c'est fâcher et puis défâcher. Donc, du coup, pour défâcher, la première chose à faire, c'est de reconnaître, ok, là, je me suis mal parlé. Et je me présente des excuses. C'est pas je m'excuse, c'est je me présente des excuses. Et ensuite, on va voir si jamais les excuses sont acceptées. Et on va mettre en place, ok, à partir de maintenant, quand je passe devant un miroir, je me souris. Au lieu de me faire la gueule, je vais commencer par me sourire. Je vais commencer par regarder les choses que j'apprécie chez moi, parce qu'il y a forcément des choses que j'apprécie chez moi. Je vis avec moi-même H24.
Et on va se concentrer sur ça. Les forces, on les amplifie. Les faiblesses, on les comprend. Et on va voir comment est-ce qu'on va faire. Ok, là j'ai des faiblesses là-dessus. Mon mental, lui, il a besoin d'avoir des garanties, des assurances, des informations. Ok, comment est-ce que je peux faire pour lui apporter ces informations? Je vais étoffer mes connaissances, je vais étoffer mon réseau, je vais aller voir des personnes qui ont réussi là où je veux aller, je vais leur demander des conseils, je vais leur demander comment elles ont fait. Et là, ok, on va commencer à parler de façon constructive. Mais il faut, enfin, la première chose à faire, c'est de décider de se traiter avec bienveillance. Et de toute façon, quel que soit ce que le mental dit, ce que l'intuition dit, ce que le corps dit, etc., si jamais le je qui décide ne décide pas que ça va se passer comme ça, eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Autrement dit, il y a quelqu'un qui monte dans ta voiture, voilà, pour sortir d'une situation, pour sortir d'une situation de souffrance, on donne au jeu toute sa place, hein, le jeu JE, donc, et on l'oriente vers ce qu'on veut au lieu de vers ce qu'on ne veut pas. Est-ce que c'est bien ça ce que tu es en train de dire? C'est exactement ça. Je suis pas bien dans la situation X, Y, Z, je veux aller là-bas. Qu'est-ce que, voilà, je décide d'y aller. Comme tu dis, je décide de le faire aussi avec bienveillance, donc en me parlant correctement, en respectant également mes besoins. Et puis tu parles souvent dans tes publications toujours dans le cadre de cette manière de se parler, de ce dialogue intérieur, de cette bienveillance, c'est que même si tu n'arrives pas à réaliser ton objectif, c'est ok. Il y a pas de mal, c'est ok. D'accord? Donc, c'est toujours cette histoire, en fait, de se réconcilier à soi, parce que, justement, on a été habitué à être blâmé à différents niveaux, et du coup, d'ailleurs, ça se voit, tu sais, parfois, sans qu'on s'en rende compte, quelqu'un qui te dit, mais comment ça se fait que je sais pas moi, il y a telle ou telle chose qui s'est passée et tout. La première chose qui vient, en tout cas aux personnes qui n'en sont pas conscientes, qu'est-ce qu'elles disent? Oui, mais c'est pas moi. Mais j'ai pas pensé à toi. J'ai pas pensé à toi en parlant de ça. Tu vois? Sauf que c'est un conditionnement aussi. Donc, dont il faut se libérer, tu vois, en se détachant des choses, en évitant de prendre les choses également à titre personnel et en se disant, comme tu le dis si bien, si je réussis pas tel ou tel objectif, c'est ok, c'est peut-être considéré comme une faiblesse pour les autres, mais pour moi, ce n'est pas ma zone de génie. Ma zone de génie est ailleurs. Point. C'est tout ce que cela veut dire. Après, si cette chose-là est importante que je dois la faire, parce qu'il y a des enjeux, je vais la faire dans l'amour, dans la bienveillance, en me respectant, en faisant de mon mieux. Tu vois, donc l'enlever le je dois faire et le remplacer par je vais le faire à mon rythme où j'ai envie. Tu vois, voilà, c'est cette notion, ce conditionnement basé sur tout ce qui est obligatoire, tout ce qui est autoritaire, tout ce qui est blâme, tout ce qui est, tu vois, et en fait, c'est ce qui fait que ce système d'autosabotage s'installe et continue à fonctionner, même si les gens qui ont été une source de souffrance et de reprogrammation malsaine ne sont plus là. Les personnes toxiques, tu peux avoir un prof, un patron, un mari, un frère, un père, je sais pas moi, des gens toxiques que tu as côtoyés à un moment donné dans ta vie, qui sont sortis de ta vie pour une raison ou pour une autre. Et il y en a qui sont loin, moi j'en connais, des personnes qui sont parties loin, qui ont changé de pays pour couper les ponts avec les personnes toxiques, notamment les parents. Donc c'était vraiment une fuite en avant. Et qu'une fois là-bas, la personne est toute seule, mais malgré ça, son auto-sabotage continue à fonctionner. Tu vois? Oui, parce qu'il y a une partie d'elle qui voulait de cette relation, qui n'était pas, qui ne lui convenait pas, mais il y avait une partie d'elle qui voulait de cette relation. Et donc c'est pour ça, c'est d'autant plus pour ça que c'est important de prendre le temps de faire ce temps de réconciliation, de dire ok, pareil, j'en parle quand il s'agit de faire les protocoles pour aller au bout d'une relation. C'est important aussi de se rendre compte qu'il y a une part de nous
qui était bien dans cette situation, qui voulait cette relation et qui, du coup, y trouvait son compte d'une certaine façon. Et tout à l'heure, tu disais, oui, mais en fait, j'ai vu des personnes pour qui j'ai fait des choses et alors que ça ne m'allait pas. En général, quand ça arrive, c'est qu'en fait, on a mis la personne entre nous et nous-mêmes. C'est-à-dire la partie de nous qui avait envie de le faire et la partie de nous qui n'avait pas envie de le faire. Et donc, du coup, la personne pour qui on a fait cette action, rendu ce service ou acheté un certain nombre de choses, eh bien, en fait, il y a une dette qui est créée, même si, par exemple, je te passe 100 euros et tu me rends 100 euros. Mais en fait, si jamais il y avait une partie de moi qui n'était pas d'accord pour te passer les 100 euros, même si tu m'as remis les 100 euros, la même somme, il y a un côté, ah ouais, mais elle me doit encore et machin, etc. Parce qu'il y a une dette qui a été créée par le conflit entre la partie de moi qui avait envie de le faire et la partie de moi qui n'avait pas envie de le faire. Et donc, du coup, quand on remet ça en perspective, parce que de toute façon, toi, tu ne peux pas rentrer à l'intérieur de mon esprit pour être présente dans mon esprit, mais en fait, c'est important de revenir à la source, à la vraie source du conflit qui est entre moi et moi-même. Ok, moi, j'avais pas envie de le faire, mais l'autre partie de moi a décidé de le faire. Et donc, du coup, c'est entre ces deux-là que se trouve le problème. Certes, tu n'avais pas envie de le faire pour telle et telle raison. Moi, j'avais envie de le faire pour telle et telle raison. L'expérience fait que si jamais peut-être je t'avais écouté, eh bien, tu serais mieux, mais moi, je ne serais pas bien. Donc, de toute façon, foutu pour foutu, à l'instant T, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, ben, encore une fois, quand on n'atteint pas son objectif, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais l'atteindre, mais ça veut juste dire que à l'instant T, on n'a pas ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? La petite action qu'on peut faire pour s'en rapprocher. Parce que tant qu'on a envie, il y a une option. Ok. Alors, on va revenir à cette notion de santé, notamment à l'énergie aussi. Quelle est ton astuce justement pour avoir de l'énergie? Alors, ben, tout simple, hein. Identifier les actions qui me donnent de l'énergie. Le sourire, ça me donne de l'énergie. Faire des choses qui ont du sens pour moi, accompagner les personnes à justement cultiver cette joie et à… En général, ce qui vient, c'est que quand on passe du je dois et du il faut à j'ai envie et je choisis, il y a beaucoup de légèreté. La plupart du temps, mes clients, mes coachés me disent ouais, ben en fait là, je me sens plus léger, je me sens plus légère de penser à ce que j'ai à faire, etc. Parce que on est sorti, on a fait la liste de tous les il faut, ok, mais là tout de suite, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et de se reconnecter à j'ai envie. Parce qu'encore une fois, même dans l'entrepreneuriat, certes, il y a la passion, il y a ce qu'on fait spontanément, etc. Et puis, il y a toute la partie entrepreneuriat, donc administratif, communication, comptabilité, etc., qui sont pas toujours très régissantes, mais qu'il est important de prendre en considération parce que ça va dans le package entrepreneuriat qu'on peut déléguer aussi. On ne peut pas tout déléguer parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de nous. L'important, c'est à chaque fois de se reconnecter à j'ai envie. Parce que quand on a envie, quand on a de la joie, c'est parce qu'on est en train de nourrir nos valeurs. Et les valeurs, c'est ce qui donne du sens à notre vie. C'est ce pourquoi on est prêt à se battre et ce pourquoi on est tellement prêt à se battre pour ça qu'on est prêt presque à mourir pour ça, tellement c'est important pour nous. Donc du coup, quand on fait des actions qui nourrissent nos valeurs, qui nous mettent en joie, qui nous font sourire, et ben ça nous donne de l'énergie. Ok, très bien. Alors justement, on revient à cette notion de joie. Tu dis souvent que c'est la meilleure alliée pour réussir. Quand il s'agit de prendre une décision, quand il s'agit d'opter pour un projet plutôt qu'un autre, comment utiliser la joie justement pour pouvoir être guidé, que ce soit un projet ou une relation d'ailleurs, parce que tu parles également de relations. Ben moi, ça me prend
aux tripes en fait en général quand c'est un truc qui me fait plaisir, etc. Après, il y a différents types de personnes. Il y a les personnes qui sont attirées par, et il y a les personnes qui sont repoussées par. Les personnes attirées par, elles vont voir l'objectif et elles vont se concentrer sur le fait d'atteindre cet objectif, quelles que soient les douleurs et quelles que soient les sanctions, entre guillemets. Les personnes repoussées par, elles vont, entre guillemets, fuir tout ce qui est sanction. Mais quand tu fuis tout ce qui est sanction, eh bien, tu peux aussi identifier, quand tu fuis tout ce que tu ne veux pas, c'est important aussi d'identifier ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu as envie, encore une fois, je me répète, mais c'est important. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Qu'est-ce que tu as envie d'obtenir? Etc. Et quand tu te poses cette question-là, que tu l'identifies, en général, pour pouvoir clairement y répondre, c'est important de pouvoir l'identifier. Et pour l'identifier, eh bien souvent, on va passer par la visualisation ou le ressenti. Ça fait quoi d'avoir réussi? On a forcément réussi un truc dans notre vie, ne serait-ce que d'apprendre à parler, d'apprendre une langue, ne serait-ce que le français pour pouvoir communiquer avec les autres, de pouvoir écrire, de pouvoir marcher pour ceux qui sont en capacité de le faire, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai réussi à faire ce que je voulais? Parce qu'en général, on ne marche pas juste pour marcher. On marche pour aller prendre un verre d'eau, pour aller faire pipi, pour aller prendre une douche, pour faire quelque chose. Quand tu as pu faire ce que tu voulais, qu'est-ce que tu as ressenti? Et c'était où dans ton corps? Des fois, c'est au niveau de la poitrine. Tu parles d'ancrage? Oui. Et donc, du coup, à quel niveau ça se passe? Des fois, c'est le lobe de l'oreille. Des fois, c'est le petit doigt de pied. Des fois, c'est le plexus solaire. Ok. Ben, ressens ça. Et puis, essaye d'amplifier la sensation. Et à chaque fois que tu vas aller vers quelque part, regarde si jamais ça allume l'endroit de ton corps où la joie se trouve. Si ça l'allume, va. Va, tu vas trouver une solution. Tu vois? Si jamais ça l'allume pas, si jamais il y a un mais, c'est que il est important de. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas y aller, ça veut juste dire qu'il faut réajuster. J'ai tendance à parler beaucoup de métaphores de route, mais il faut réajuster l'itinéraire. Si jamais il y a un mais, ça veut dire qu'il y a une part de nous qui a un besoin particulier auquel il est important de répondre. Quand on prend quelqu'un dans sa voiture, si jamais on veut aller d'un point A à un point B, on va d'abord lui demander est-ce que tu as fait pipi, est-ce que tu as pris ta bouteille d'eau, si jamais c'est une maman avec un bébé, est-ce que tu as des couches, est-ce que tu as le lait, etc., etc. Parce que si jamais la personne qui monte dans notre voiture n'a pas ses besoins qui sont remplis, on va devoir faire des détours, on va devoir faire des arrêts, on va pas arriver dans le temps qu'on a décidé, ou quand on va arriver, on va devoir repartir illico alors qu'on n'a pas encore fait ce qu'on était parti faire. Donc, l'équipe interne, c'est un peu la même chose. Si jamais il y a un mais, ça veut dire qu'il y a une part de nous qui a un besoin à répondre. Donc, on va prendre ça en considération et on va recalculer l'itinéraire pour pouvoir répondre à son besoin en chemin ou avant de partir. Et donc, du coup, ça ne veut pas dire que la destination doit changer, ça veut juste dire que le chemin pour y arriver sera légèrement différent. Voilà. Okay. Alors, maintenant tu parles de comment atteindre un objectif et comment être guidé dans sa réalisation. Maintenant, prenons le cas où justement, je pense que c'est quelque chose, si tu accompagnes les entrepreneurs, tu as dû certainement rencontrer ça. On a plusieurs idées de business, plusieurs projets à vouloir lancer. Tu sais, les entrepreneurs multipotentiels existent beaucoup. Comment justement choisir le bon projet de manière à avoir cette joie, tu vois, à retrouver, à se connecter à cette joie et à être vraiment aligné à la fois à ce projet-là, à cette idée de business, mais également à sa clientèle idéale, parce que c'est toute la problématique aujourd'hui. Tout à l'heure, en début de live, je parlais d'un projet qui peut être rentable sans qu'il nous plaise vraiment, tu vois, et c'est pas l'idéal.
c'est pas l'idéal parce que c'est rentable, ok, mais bon, si ça nous plaît pas, à moins de déléguer ça ou que ça soit fait en vente automatique sans qu'on intervienne, euh, autrement, en termes de délivrabilité, ça va être difficile, surtout quand on est dans le monde du service, tu vois. Comment tu accompagnes sur ce plan-là? Alors, à ce niveau-là, j'ai tendance à dire que de commencer par écrire tous les projets. Alors, quand je dis écrire tous les projets, ça ne veut pas dire les écrire dans les détails parce que ça, on y passerait des heures et des heures, mais au moins les idées, les jeter sur un ordinateur ou un papier. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu écris quelque chose, tu lui donnes déjà une dimension physique. Ça sort de ta tête et ça atterrit dans le monde matériel dans lequel nous sommes. Donc déjà, tu as déjà commencé à lui donner de l'espace. Ensuite, pour les entrepreneurs multipotentiels, j'en suis une. Et effectivement, j'en accompagne quelques-unes aussi. L'idée, c'est que on va jeter les idées et en général, ça va faire une espèce de soleil. D'ailleurs, en ce moment, sur ma page, on est dans la saison du rayonnement, mais moi, j'aime bien l'idée du soleil. Et donc, du coup, de toute façon, il y a forcément au moins un point commun dans chaque projet qu'on a envie de faire parce que chaque projet vient de nous. Donc, nous sommes déjà le premier point commun. Ensuite, chaque projet on a eu l'idée pour obtenir quelque chose, pour transmettre quelque chose, pour vivre quelque chose. Donc, on va identifier pour vivre quoi, pour ressentir quoi, pour apporter quoi. Sachant que dans l'entrepreneuriat et dans la vie en règle générale, si jamais on obtient quelque chose en retour d'une prestation, d'un service, d'un produit, ça veut dire que cette prestation, ce service ou ce produit a apporté de la valeur à notre client ou notre cliente idéale pour ce produit. Donc, si jamais on identifie ce que la création de ce produit et ce service nous permet nous-mêmes de vivre, parce que d'abord c'est nous. Je suis désolée, hein, les gens qui disent toi en dernier, ben non, toi en premier, parce que si jamais tu vis pas, eh ben tu n'existes pas. Donc nous, qu'est-ce qu'on va ressentir, qu'est-ce qu'on va vivre à créer ce produit-là? Et là, il y a un certain nombre de mots-clés qui vont ressortir. Tel produit, tel mot-clé. Peut-être que ce sont les mêmes mots-clés qui vont ressortir. Et puis, qu'est-ce que notre client va pouvoir recevoir comme valeur d'avoir créé, enfin d'avoir reçu ou d'avoir utilisé ce produit ou ce service. Là encore, on a un certain nombre d'items d'expressions qui vont ressortir. En fonction de l'apport de valeur et ce pourquoi il est prêt à payer, on va identifier quel est le projet le plus rentable. Mais dans les projets les plus rentables, on a quand même identifié qu'est-ce que nous, on retirait de la création de ce produit ou de ce service. Donc, l'idée, c'est à chaque fois de se rattacher à ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut obtenir et ce qu'on veut proposer. Et quand tu fais ça, déjà, tu peux voir les points communs entre les différents projets. Et puis, du coup, tu peux, encore une fois, dessiner le chemin. D'abord, tu veux faire de la prestation de service, c'est ça qui apporte le plus de valeur. Cette prestation de service va apporter de la valeur à tes clients et ils vont te rétribuer pour ça, à condition, encore une fois, que tu te sois autorisé à recevoir l'argent en contrepartie, parce que sinon tu vas faire les choses pour moins cher que gratuit. Et ça va pas venir des clients, ça va venir du fait que toi, tu t'autorises pas à recevoir. Donc, encore une fois, s'autoriser à recevoir, c'est important. Et puis, en fait, si jamais les autres projets te tiennent vraiment à cœur, eh bien, tu vas pouvoir utiliser les bénéfices de ce premier projet, service et produit pour financer les autres. Et donc, du coup, le choix que tu fais, c'est un choix de priorisation sans faire de sacrifice réellement. Parce que du coup, tu commences par donner de l'espace
à chacune de tes idées. Personnellement, j'écris un livre qui a été publié. Là, j'en écris 5 autres. Mais je les écris au fil de l'eau parce que, bah, tiens, j'ai une idée pour ça, j'ai une idée pour ça. Et au lieu de me dire, attends, non, je vais d'abord faire ça, j'écris d'abord l'idée. Comme ça, quand je serai prête à revenir dessus, quand je serai prête à y accorder un espace-temps, eh bien, je ne serai pas en train de me dire, ah tiens, j'ai pensé à un truc il y a 5 ans et ça serait bien que j'y aille dessus, mais je me souviens plus c'était quoi. Et pareil pour les idées de contenu, écris ce qui te vient quand ça te vient. Tu as une application de notes sur ton téléphone, tu peux faire des notes vocales même si t'as pas les mains libres, etc. T'as pas besoin de décliner le truc petit A, petit B, petit C. Tu mets juste un mot-clé. Si jamais c'est porte rouge qui te fait penser au truc, eh ben, tu écris porte rouge. Et puis quand tu auras un espace-temps pour créer ton contenu, parce que tu as dit, OK, bon, ben, le lundi matin de 10h à midi, je fais ma création de contenu, eh bien, tu ne seras pas en train de te dire, ah ouais, mais j'avais pensé à un truc là, pendant que j'étais en train de faire la queue au supermarché, et je sais plus c'était quoi. Non, tu vas revenir sur ta liste de notes et tu vas te dire, ah ouais, j'avais pensé à ça, j'avais pensé à ça, j'avais pensé à ça. Bon, ça, pas pour le moment, ça me vient pas. Et puis ça, du coup, je vais pouvoir étoffer les trucs. Donc, autant que possible, et là, encore une fois, c'est utilise le pouvoir de la liste et donne de l'espace. Autorise-toi à donner de l'espace à tes idées. Après, tu vas pouvoir sélectionner à laquelle tu vas donner ton énergie maintenant. Mais les autres ont Alors le justement, droit d'exister. comment éviter l'éparpillement? Parce que c'est souvent, quand on est multipotentiel, on peut s'éparpiller assez rapidement. Comment éviter l'éparpillement? La première chose, c'est de s'autoriser l'éparpillement. Parce que l'éparpillement, si jamais tu t'es dit non, il ne faut pas que je le fasse, il y a ton esprit qui va te dire, oh, un papillon, ah, il y a un truc, ah, il y a un machin, etc. Non, d'abord, ok, je m'autorise, mais je reviens. Un peu comme la brasse. On ouvre les bras et on revient. Et donc, du coup, on va pouvoir se dire, ok, ouais, j'ai plein de trucs à faire, mais là, tout de suite, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'obtenir des résultats. J'ai envie d'obtenir des résultats financiers. Ou j'ai envie de m'éclater au niveau créatif. Ben, si jamais tu as envie de t'éclater au niveau créatif, donne-toi un espace pour le faire. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire pendant 4 mois, mais tu peux le faire pendant 1 heure. Et vois où ça te mène. Et à ce moment-là, quand tu as laissé de l'espace à tous tes projets, etc., tu peux te dire, OK, bon, vous êtes là, c'est mignon, c'est un peu comme quand tu avais plein de Barbie ou quand tu es sur la plage et que tu as plein de grains de sable, et bien tu te dis, OK, bon, il y a toute la plage, et là, je vais faire un petit château. Et je vais me concentrer sur ce petit. Oui. Ouais, et tu te concentres sur ce petit château-là. Sachant que ce petit château-là, ben, il va pouvoir accueillir un autre château et machin, etc. Bien souvent, en fait, notre esprit qui a l'air éclaté, c'est juste une autre vision. Tu sais, je sais pas si tu as déjà vu les œuvres d'art qui, quand tu changes de point de vue, en fait, ça prend une forme. Ben, c'est simplement, là, en général, quand on est multipotentiel, c'est simplement que on a une vision, on a un point de vue qui est éclaté. Mais bien souvent, il suffit de changer de point de vue pour que ça prenne forme et que l'ensemble se forme. Mais si jamais tu t'autorises à poser qu'une seule brique, bah forcément, au bout d'un moment, tu t'es dit, ouais, bon, bah, le puzzle, là, je le vois pas, en fait. Lâche toutes les pièces par terre, là, dans un périmètre quand même contrôlé. Une feuille de papier, une mind map, etc. Mais autorise-toi, en fait, à jeter les idées. On s'essouffle assez vite. Surtout quand on est multipotentiel, on va écrire ça pendant 20 minutes, puis au bout d'un moment, on va dire, bon, allez, j'en ai marre, par quoi je commence? Parce que j'ai besoin de commencer. C'est ça. Donc voilà. Première chose, autorise-toi à vivre le truc, et après, vois ce que tu fais avec. Ça, Ok. c'est mon mode de fonctionnement. Ok. On va revenir maintenant sur justement les erreurs à éviter, Victoria, quand on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a des erreurs qu'on aurait tous et toutes aimé éviter. Donc, quelles sont ces principales erreurs selon toi?
Alors, la première chose en général, c'est de le faire sans accompagnement. Alors, ça peut être un accompagnement au niveau stratégique. Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est vouloir justement me faire accompagner au niveau stratégique trop tôt. Parce qu'il y a différents types d'accompagnement aussi. C'est-à-dire que il y a déjà un accompagnement personnel à avoir. Faire le point sur ses émotions, parce que l'argent, c'est une gestion émotionnelle. Faire le point sur ce qui nous a déjà freiné auparavant. Parce que par exemple, quand j'ai sorti ma nouvelle charte graphique, je me suis retrouvée dans le même état que à l'époque où je devais écrire mon mémoire d'ingénieur. Avant d'être coach et formatrice, j'étais ingénieure informatique. Et je me suis retrouvée bloquée pendant un temps sur l'écriture de mon mémoire, sans savoir pourquoi. Et puis, à force de travailler, de me faire accompagner, soit au niveau énergétique, soit au niveau du coaching personnel, parce que j'ai eu des coachings personnels, j'ai été accompagnée par des énergéticiennes, des choses comme ça. Mais en fait, on est allé mettre le doigt sur le fait que j'avais pas le droit d'être visible. Dans mon système de croyance, j'avais pas le droit d'être visible sans être une cible. Fallait pas qu'on me voie trop, fallait pas, tu vois, des choses comme ça. Et quand tu es entrepreneur, c'est compliqué, surtout si jamais t'as pas envie de montrer ta tête, si jamais t'as pas envie de faire des choses comme ça. C'est possible, mais ça te freine. Donc du coup, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Va voir qu'est-ce qui pose problème. Et pour aller voir qu'est-ce qui pose problème, c'est mieux d'être accompagné. Surtout si quand tu suis des formations au niveau stratégique, communication, etc., tu te dis ouais, j'ai compris. Mais quand tu dois faire la vidéo, quand tu dois enregistrer ta vidéo, tu te rends compte que en fait ouais, je dois faire une vidéo. Mais ça fait 3 semaines que tu dis ouais, je dois faire une vidéo. Ça fait 3 mois que tu te dis tiens, je dois faire une vidéo. Et puis quand tu tournes ta vidéo, tu prends 4 heures pour le faire, alors que la vidéo dure 1 minute 30. C'est quoi le problème? Parce que le problème, c'est pas une question de tu sais pas faire. Le problème, c'est, comme tu disais, les couches d'oignon, c'est qu'il y a un autre schéma qui a besoin d'être pris en conscience et remis en question. Savoir, est-ce que c'est toujours OK pour moi de dire que j'ai pas le droit d'être visible? Comment est-ce que je pourrais faire pour m'autoriser à le devenir? Quel est l'intérêt pour moi? Encore une fois, on va recalibrer son système de croyance pour pouvoir dire, OK, jusqu'à maintenant, ça m'a permis de rester en vie, mais je vais changer d'orientation et je vais continuer à être en vie. Donc, se faire accompagner, oui, mais se faire accompagner là où on sent vraiment qu'on en a besoin. Parce qu'il y a des fois où on va vouloir se faire accompagner au niveau stratégique et la personne qui est en face est très compétente, mais nous, on n'est pas en mesure d'avancer parce qu'on a d'autres choses plus profondes à dégrossir. Oui. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment un chemin vers les autres, mais à travers soi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et il n'y a pas si longtemps encore. C'est-à-dire que les autres reflètent un peu ce que tu ressens, mais après et les circonstances extérieures reflètent un peu le focus que tu avais à un moment donné quand tu les as créés, parce que c'est nous qui créons les choses. Et puis après, comme tu dis, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc, est-ce qu'on s'autorise à améliorer la situation? Est-ce qu'on s'autorise à la dépasser? Est-ce qu'on s'autorise à réussir? Qu'est-ce qu'on fait? C'est comment on réagit par rapport à ça. Alors, au début, c'est comment on réagit, mais après, ça devient comment on crée. Donc, on devient proactif. On est plus, attends, je vois que ça se passe, je suis en mode défense. Là, je deviens en mode proactive. Qu'est-ce que je mets en place pour que ça fonctionne désormais, comme je souhaiterais que ça soit le cas. Merci beaucoup, Victoria. Ça a été très, très agréable de faire ce live avec toi. Alors, si tu avais un dernier conseil pour les personnes qui souhaitent se lancer et qui ont peur de se lancer, quel serait-il?
Autorisez-vous à identifier, à vous dire et si je le faisais. Parce que quand on explore la peur vient nous apporter des informations. Et la peur est là pour qu'on puisse préserver notre intégrité. Pas pour qu'on reste en sécurité, pour qu'on puisse préserver notre intégrité, à savoir ne pas être blessé psychiquement, physiquement, ou du coup, par rapport à notre société, ne pas perdre une certaine intégrité financière. Donc, va explorer la peur. Dis-toi, et si ça se passe? Quelles sont mes options pour retrouver... Déjà, est-ce que je meurs si jamais ça se passe? Et si jamais la réponse est non, eh ben, quelles sont mes options pour retrouver mon équilibre? Parce que dans les options, il y a mes connaissances, il y a mes compétences, il y a mon réseau, et il y a aussi la possibilité de faire, d'avoir un side work, donc un travail à côté pour continuer à avancer. Mais si jamais tu as envie d'aller par là, autorise-toi à explorer ça. Voilà. Moi, c'est ça mon conseil. Et merci beaucoup, Victoria. Oui, je t'en prie. Pour ouvrir le champ des possibles, quand tu es limité, si jamais tu ne sais pas comment, eh bien, regarde, va poser la question à ceux et celles qui ont réussi et, si possible, fais-toi accompagner. Ok. Super. Merci beaucoup, Victoria. Ça a été vraiment très enrichissant. Ça, on n'a pas vu le temps passer non plus. Merci pour ton authenticité. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour toutes ces pépites que tu as bien voulu partager avec nous et cette joie justement que tu aides les gens à retrouver de manière à ce qu'ils puissent finalement non seulement se sentir mieux, mais être guidés. C'est un véritable GPS, moi je trouve. Le fait de se sentir dans la joie, c'est une émotion qui sert également de GPS. Comment tu as vécu ce live justement? Est-ce que tu as ressenti de la joie dans ce live? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, bon, ça c'est des choses dont je pourrais parler toute la journée. Donc effectivement, j'essaie de. Là, encore une fois, je pars et je reviens. J'essaie de rester concentrée. Mais oui, ça c'est vraiment des choses que je pourrais faire H24 sans stress en fait. Même si effectivement il y a des moments où j'ai besoin de me reposer, mais ça c'est chouette. Donc merci beaucoup Amal pour l'invitation. Moi j'ai passé un très bon moment. J'espère que nos spectateurs aussi ont passé un bon moment et puis que toi aussi tu as peut-être appris des choses, peut-être pas, mais au moins que t'as pas la sensation de perdre ton temps parce que le temps, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux. On ne sait pas combien il nous en reste. Donc, c'est important de l'utiliser à faire des choses qui ont du sens pour nous. Merci beaucoup. C'est vrai que ça a été également très enrichissant pour moi aussi. Comme je disais, on a beaucoup de points communs. On est passé par des challenges un petit peu communs, notamment sur le plan de la santé, les prises de conscience, les prises de décision. Après, sur le cheminement qui en a suivi, c'est-à-dire on dit stop à ça. Moi aussi, je me laisse guider par la joie parce que, tu sais, moi, une fois, encore une fois, le conditionnement, une fois, on m'a dit, Amel, il faut arrêter de sourire. On me l'a dit comme ça, Victoria, tu vois. Il faut arrêter de sourire. Ah bah bon. Il faut être, ah oui. Donc, et c'est là, en fait, c'était dans mon ancien boulot. Et c'est là où je me suis dit, Amal, écoute, là, tu es en train de recevoir des signes qui sont clairs, comme quoi t'es pas à ta place. Pour moi, là, le boulot, c'est censé être justement un endroit de joie, d'épanouissement, de contribution. On n'est pas là pour, tu vois, c'est pas le travail à la chaîne, on n'est pas l'esclavage est révolu également. Donc voilà, c'est censé être une source de joie. Et tu vois, t'as des trucs comme ça, des signes. L'idée, c'est vraiment de les prendre au sérieux, tout comme les émotions. On en a parlé tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de prendre ça au sérieux, de se dire, OK, je ne veux plus de ça. Qu'est-ce que je veux à la place? Qu'est-ce que je mets en place pour l'avoir? C'est vraiment cet état d'esprit, cette mentalité de croissance il va falloir effectivement davantage développer pour aller au bout de ces objectifs. En tout cas, merci infiniment, Victoria. Je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. On reste en contact évidemment. Merci. Et je te souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Merci à toi aussi. À bientôt.